Dans les rues glaciales de Königsberg, au XVIIIe siècle, une silhouette traverse la ville chaque après-midi à 4 heures précises. Les habitants, habitués à cette routine immuable, règlent leurs horloges sur le passage d'Emmanuel Kant. Ce professeur discret, aux allures modestes, est loin d'être un simple promeneur. Il est l'architecte d'une révolution intellectuelle qui redéfinit la pensée occidentale. Avec la critique de la raison pure, Kant bouleverse la philosophie. Sans jamais quitter sa ville natale, il explore les confins de l'esprit humain, devenant l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Emmanuel Kant naît le 22 avril 1724 dans une maison modeste du quartier artisanal de Königsberg, alors capitale de la Prusse orientale. Fils de Johann Georg Kant, cellier d'ascendance écossaise, et d'Anna Regina Reuter, femme pieuse marquée par le piétisme protestant, il grandit dans une famille humble mais digne. Sa mère, figure clé de son enfance, l'initie à l'observation de la nature, éveillant en lui un émerveillement pour l'ordre du monde. Kant dira plus tard « Ma mère a semé en moi les premières graines du bien et ouvert mon cœur à la nature ». Sa mort prématurée, alors qu'il n'a que 13 ans, le marque profondément. Orphelin de père en 1746, Kant trouve refuge dans les études. Son talent attire l'attention du pasteur piétiste Franz Albert Schulz, qui le fait entrer au prestigieux Collegium Fridericianum. Là, il reçoit une éducation rigoureuse en latin, grec, théologie et mathématiques. La discipline stricte forge sa méthode de travail légendaire, mais l'atmosphère dogmatique de l'école le rend sceptique envers le formalisme religieux. À 16 ans, Kant intègre l'université de Königsberg, centre intellectuel majeur. Inscrit en théologie, il se passionne bientôt pour la philosophie et les sciences, sous l'influence de Martin Kutzen, qui lui fait découvrir Newton et Leibniz. Fasciné par les lois mathématiques décrivant l'univers, Kant dévore les ouvrages de la bibliothèque universitaire, malgré des difficultés financières. En 1747, il publie son premier ouvrage sur la véritable estimation des forces vives, révélant son aptitude à traiter des questions complexes avec clarté. Faute de poste académique, Kant devient précepteur dans des familles nobles de Prusse orientale. Ses 9 années loin de Königsberg, dans des manoirs isolés, affinent sa pensée et ses talents pédagogiques, tout en lui apprenant à concilier fermeté et diplomatie. En 1755, Kant publie anonymement « Histoire générale de la nature et théorie du ciel », proposant une explication mécanique de la formation du système solaire, connue comme l'hypothèse de Kant-Laplace. Cette œuvre audacieuse, qui écarte l'intervention divine directe, témoigne de son indépendance intellectuelle. La même année, il soutient sa thèse de doctorat, De Igné, et devient privatdozent à l'université de Königsberg. Ses cours, où il parle librement et encourage la réflexion autonome, attirent étudiants, officiers et citoyens cultivés. Kant enseigne une vaste gamme de disciplines, logique, métaphysique, mathématiques, géographie et même fortification militaire. Sa routine devient légendaire. Lever à 5 heures, thé faible, une pipe, travail intense, promenade quotidienne, dîner avec des amis triés sur le volet, puis lecture et réflexion. Sociable et spirituel, Kant brille dans les salons de Königsberg, notamment chez le comte Keyserling. Bien qu'il envisage le mariage, il choisit le célibat, estimant qu'une vie familiale nuirait à sa quête philosophique. En 1762, son ouvrage « L'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu » accroît sa réputation, mais il décline une offre de poste à Berlin, fidèle à Königsberg. En 1770, Kant obtient enfin la chaire de logique et métaphysique à Königsberg. Sa dissertation inaugurale, De Mundi Sensibilis atque intelligibilis forma et principis, esquisse les idées qui culmineront dans la critique de la raison pure. Pendant 11 ans, il se retire presque du monde, travaillant inlassablement dans son modeste appartement. Ce silence apparent cache une intense gestation intellectuelle. Kant s'attaque à une question fondamentale, comment connaissons-nous ? Rejetant l'opposition stérile entre empirisme Hume et rationalisme Leibniz, il propose une solution révolutionnaire, les objets se conforment à notre manière de connaître et non l'inverse. Cette révolution copernicienne en philosophie place l'esprit humain au centre du processus de connaissance. En 1781, la critique de la raison pure est publiée, mais son style dense déconcerte. Kant, déçu par l'accueil initial, reste convaincu que son œuvre sera comprise un jour. La critique de la raison pure pose les limites de la connaissance. Nous percevons les phénomènes, non les choses en soi. Espace et temps sont des formes de notre sensibilité.
En 1783, les prolégomènes à toute métaphysique future clarifient ces idées. En 1785, fondement de la métaphysique des mœurs introduit l'impératif catégorique « agis selon une maxime que tu puisses vouloir comme loi universelle ». Cette morale fondée sur la raison pure, indépendante de la religion ou du bonheur, consacre la dignité humaine comme fin en soi. En 1788, la critique de la raison pratique approfondit sa philosophie morale, réconciliant déterminisme naturel et liberté morale. Il affirme que l'homme, soumis aux lois causales dans le monde sensible, est libre dans le monde intelligible. À 60 ans, il maintient une discipline rigoureuse, attirant toujours plus d'étudiants à ses cours. En 1790, Kant publie la critique de la faculté de juger, explorant l'esthétique et la téléologie. Il distingue le beau, qui plaît universellement sans concept, du sublime, qui évoque l'infini ou la puissance. Cet ouvrage consacre Kant comme une figure majeure de la pensée européenne, attirant des visiteurs déçus par sa simplicité apparente, mais charmés par sa conversation. Dans les années 1790, Kant reste actif malgré un déclin physique. En 1793, la religion dans les limites de la simple raison provoque la censure du roi Frédéric Guillaume II. Kant promet de se taire, mais limite astucieusement cet engagement au règne en cours. En 1795, Vers la paix perpétuelle propose un plan visionnaire pour une paix mondiale, préfigurant l'ONU. À partir de 1796, sa santé se dégrade. Vue affaiblie, jambes faibles, mémoire défaillante. Il renonce à ses promenades et travaille sur l'opus posthumum, resté inachevé. Le 12 février 1804, Kant s'éteint en Königsberg en murmurant « Est ist gut », c'est bien. Son enterrement, le 28 février, mobilise toute la ville. Kant vit modestement, avec pour seule décoration un portrait de Rousseau, son modèle en sensibilité morale. Ses dîners, mêlant nouvelles, réflexion et humour, incarnent sa vision d'une philosophie ancrée dans le quotidien. Célibataire par choix, il cultive des relations platoniques, comme avec Maria von Herbert, et développe une hygiène méticuleuse, convaincu que la maîtrise de soi commence par celle du temps. Son héritage est colossal. Sa révolution copernicienne redéfinit la philosophie, limitant la raison tout en affirmant sa puissance. Ces questions fondamentales, que puis-je connaître, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer, résonnent encore. La tombe de Kant, ornée d'une citation de la critique de la raison pratique, résume son œuvre. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Philosophe et homme, Kant incarne l'union de la pensée et de la vie, prouvant que la quête de vérité peut transformer le monde.